Salut chers crypto-enthousiastes, bienvenue sur la chaîne LG System Training, chaîne consacrée aux crypto-monnaies et aux nouvelles technologies. Ici César Moukouri pour vous entretenir une fois de plus sur un sujet qui me semble important. Il s'agit des hacks. Mais permettez qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, que l'on revienne sur un élément ou sur des éléments qui me semblent importants à connaître, mais surtout à comprendre pour mieux appréhender le sujet que nous allons dérouler dans un instant. Alors, il s'agit de crypto-monnaies et de technologie blockchain. Alors, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle de cet actif numérique qui permet d'effectuer les échanges au quotidien ou alors de faire un ensemble d'opérations au quotidien. Lorsqu'on parle de technologie blockchain, on parle, n'est-ce pas, de ce registre décentralisé qui permet, n'est-ce pas, des transactions de façon sécurisée. Alors, je ne saurais donc parler du Bitcoin et de la technologie blockchain sans toutefois parler de l'Ethereum. Il faut donc dire que lorsqu'on parle du Bitcoin ici, on parle de la première crypto-monnaie ayant vu le jour. Alors, lorsqu'on parle de l'Ethereum, on parle justement aussi de la crypto-monnaie qui aujourd'hui prend à son compte la technologie du Bitcoin, mais essaie à son niveau de révolutionner cette technologie-là en y introduisant, n'est-ce pas, des applications décentralisées. Alors, il faut dire que l'ambition du Bitcoin est de devenir véritablement un moyen d'échange au quotidien. Alors, je me dis, et ça c'est mon avis personnel, ceux qui sont derrière Ethereum se sont dit, on ne peut pas limiter une si très grande technologie à un simple moyen de paiement. Et là, on assiste donc à une certaine évolution, n'est-ce pas, de cette technologie où les propriétaires ont décidé d'introduire dans leur technologie un ensemble d'applications et de technologies innovantes. Alors ici, on assiste donc à l'arrivée des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents, qui vont permettre de faire fonctionner des applications décentralisées. On assiste ici à la mise sur pied, n'est-ce pas, des plateformes qui vont permettre, n'est-ce pas, de mettre en place des NFT. Alors, pourquoi c'était si important de rappeler ces éléments? Parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on arrive à ces actes à répétition constatés dans la cryptosphère. Maintenant, lorsque Ethereum prend donc en compte tous ces éléments dont je viens d'évoquer, Ethereum se rend compte que sa plateforme devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas, d'accès. Pourquoi d'accès? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez effectuer une transaction, vous vous rendez compte que les frais sont de plus en plus élevés, alors on s'est posé dans la question comment y pallier. Alors pourquoi les frais deviennent de plus en plus élevés? Parce qu'effectivement, le très grand succès qu'a connu cette plateforme Ethereum a rendu donc la plateforme de plus en plus lente. C'est pour ça donc qu'on assiste à la création des nouvelles technologies qui viennent en quelque sorte révolutionner à leur tour les technologies, disons comme ça, de première génération telles que Ethereum. Alors, il se passe donc que vous et moi, nous souhaitons utiliser en même temps la technologie développée par Ethereum, mais aussi des nouvelles technologies qui sont créées par d'autres personnes. Alors, il se passe donc que l'on assiste à ce qu'on appelle donc les bridges, qui sont en quelque sorte des ponts, qui permettent donc aux différentes blockchains de communiquer entre elles. Dans quel but? Dans le but justement de se partager des crypto-monnaies, de s'échanger des expériences, de pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir bénéficier en même temps des avantages que offrent les technologies, disons comme ça, de première génération, mais aussi des technologies de seconde génération, ce qu'on a qualifié d'un premier temps Layer 1 et des technologies Layer 2. Alors, entre parenthèses, depuis quelque temps, il se dit que Ethereum, qui est encore en Layer 1, d'ici quelques jours, quelques mois, va entrer, n'est-ce pas, dans sa deuxième phase, qui est la phase Layer 2. Et on se dit très certainement, avec cette arrivée-là, on ne sera plus victime des frais assez élevés pendant nos transactions ou des lenteurs observées jusqu'ici. Alors, dans le but donc de bénéficier donc des avantages que offrent les plateformes Layer 2, alors il a donc été nécessaire de créer des bridges. Comprenez tout simplement d'entrée de jeu que les bridges sont des protocoles qui mettent en relation des différents
blockchain. Alors jusqu'ici, vous êtes en train de vous poser la question, c'est quoi réellement les bridges? Alors, il faut dire que les blockchains en réalité fonctionnaient de façon isolée, de façon originelle. Dans la création du Bitcoin, il n'était pas question que le Bitcoin puisse communiquer avec la blockchain Ethereum. Ce n'était pas fait pour cela. Alors il se passe donc que Ethereum détient des avantages que le Bitcoin ne détient pas. Il fallait donc partir donc du Bitcoin que l'on détient pour pouvoir bénéficier des avantages détenus ou alors qui se retrouvent dans la blockchain d'Ethereum. Ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement de convertir son Bitcoin en Ether pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de cet avantage-là. Alors, on s'est rendu donc compte que non seulement on payait des frais extrêmement élevés, mais aussi la lenteur dans le traitement des opérations. Alors, les solutions donc qu'apportent donc les blockchains de deuxième génération, ce que l'on qualifie des blockchains de couche 2, permettent aujourd'hui de prendre donc en compte un ensemble de difficultés rencontrées par les blockchains de niveau 1 ou alors les blockchains de couche 1. Alors, c'est donc de là que la nécessité donc s'est fait ressentir de mettre donc en place un protocole capable de mettre en relation ces blockchains afin de permettre à tout utilisateur de pouvoir, à partir d'une blockchain et de la crypto-monnaie d'origine, de pouvoir bénéficier des avantages détenus dans l'autre blockchain, tout simplement. Alors, vous comprenez très bien là que ça permet non seulement la communication, mais aussi aux utilisateurs de bénéficier des avantages détenus dans d'autres blockchains en moins de coûts, avec un peu plus de rapidité dans l'exécution des opérations ou alors des transactions. Alors, vous comprenez très bien que désormais, vous n'avez plus forcément besoin d'avoir une crypto-monnaie native pour bénéficier de l'avantage se trouvant dans sa blockchain. Non. Désormais, vous pouvez partir d'une crypto-monnaie X et bénéficier d'un avantage se trouvant dans une blockchain Y. Vous souhaitez par exemple bénéficier des NFT que proposent les plateformes Ether ou alors Ethereum. Vous n'avez plus forcément besoin d'avoir les Ethers pour pouvoir les obtenir. Vous pouvez passer directement par du Bitcoin et obtenir directement les NFT se trouvant dans la blockchain d'Ethereum. Alors, il faut donc dire qu'à côté de ceci, on a donc des protocoles centralisés et des protocoles décentralisés. Comme vous l'entendez, lorsqu'on parle de centralisé, ça veut dire tout simplement que la confiance de validation et de conservation est entièrement entre les mains de tierces personnes. Ce sont ces tierces personnes qui vont se charger, n'est-ce pas, de vérifier vos transactions et de conserver, n'est-ce pas, l'actif qui a été bridgé. Alors, lorsqu'on parle d'actif bridgé, en fait, ça revient à dire tout simplement que pendant l'opération qui vous permet de passer d'un point à un autre, alors vos actifs d'origine seront conservés dans le protocole et un autre sera créé et sera, n'est-ce pas, enregistré dans la blockchain de départ qui va donc vous servir d'obtenir le bien ou alors l'avantage en question. Maintenant, lorsqu'on parle de pont décentralisé, ici on fait allusion à ces protocoles-là qui s'exécutent de façon automatique sans l'intervention des humains, sans l'intervention des tierces personnes. Alors, il faut donc dire qu'on distingue, n'est-ce pas, trois types de validation, disons comme ça, en quelque sorte, des opérations dans des bridges. Alors, il y a le lock and mine. Lock and mine revient un peu à ce que nous disions tout à l'heure lorsqu'on prenait le cas des bridges centralisées. En fait, lorsque vous avez les BTC en devers vous, vous allez vous rendre dans ce protocole, vous allez les verrouiller là-bas, les séquestrer là-bas dans ce protocole. Et ce protocole va donc créer donc, n'est-ce pas, l'équivalent de la quantité apportée, créer donc l'équivalent qui sera donc enregistré ou alors qui sera donc sur la blockchain de destination, c'est-à-dire Ethereum. Il faut donc dire que vos BTC ne seront plus appelés BTC, mais seront appelés le vrai BTC, c'est-à-dire les BTC enroulés, c'est-à-dire BTC emballés. Vous voyez, ça va porter maintenant un WBTC. Voilà.
Maintenant, on a à côté de ça donc le burn and mine. Le burn and mine, tout simplement, pourquoi? Parce que en fait, la quantité de BTC que vous apportez dans le protocole sera en quelque sorte brûlée, sera en quelque sorte détruit et donner donc en quelque sorte naissance ou donner donc lieu à la création d'un autre BTC de même équivalence qui sera toujours le wrap BTC, c'est-à-dire le WBTC et enregistré donc dans la blockchain de destination. Et ensuite, on a le Atomic Swap qui est, n'est-ce pas, ce protocole décentralisé dont les opérations permettent à deux blockchains de pouvoir s'échanger les crypto-monnaies. Concrètement, comment cela se décrit? Vous avez vos BTC et de l'autre côté, vous souhaitez acquérir le bien dans la plateforme Ethereum. Alors, ce qui va se passer concrètement, c'est quoi? Vous allez tout simplement échanger vos BTC en Ether et ensuite bénéficier de l'avantage qui s'y trouve. Voilà en quelque sorte les trois modes de validation ou alors de transfert des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. J'ai bien dit les wraps BTC, c'est-à-dire les BTC enroulés, des BTC emballés qui vous permettent ou qui vont vous servir à travailler dans notre blockchain de destination. Dans cette vidéo et tout au long de cette vidéo, nous avons parlé des bridges. Alors vous posez la question, quel est donc le rapport qu'il y a entre les bridges et les hacks? Il faut simplement dire que lorsqu'on a parlé des bridges tout à l'heure, vous avez compris que en fait, ce sont des protocoles qui mettent en relation des blockchains. Et le fait de mettre en relation des blockchains permettait en réalité de pallier à certains problèmes rencontrés dans les blockchains de première génération, c'est-à-dire les Layer 1, et qu'aujourd'hui, les blockchains de deuxième génération apportaient comme solution. Et pour en bénéficier donc de cela, il a donc fallu donc la création des bridges afin que l'on, détenant les crypto-monnaies dans une génération, on peut dire ça, dans une génération de blockchain, puisse accéder à une blockchain de la même génération ou de la génération supérieure à des moindres frais et à un temps relativement court. Quel est donc le lien que l'on fait? Tout simplement que ces bridges donc aujourd'hui constituent donc une porte d'entrée des hackers. Lorsque l'on observe la cryptosphère, les hacks qui ont vraiment bougé la cryptosphère sont des hacks qui ont été effectués par des bridges. Aujourd'hui, on comprend donc que les bridges sont un mal nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'observateur, en tant qu'investisseur, en tant que promoteur? Tout simplement se dire, nous sommes dans un secteur qui est en perpétuel mouvement. Des nouvelles technologies sont mises en place, mais aussi les moyens de sécurité et tous les moyens sont mis en place pour que, effectivement, ce domaine soit de plus en plus sécurisé et soit à l'abri, n'est-ce pas, de ces hackers. Mais en tant qu'investisseur, et ce qui m'intéresse le plus en tant qu'utilisateur, c'est tout simplement de dire que, avant de vous lancer dans un domaine, faites d'abord premièrement vos propres recherches et deuxièmement, mettez la somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ici, c'était César Motoré. Portez-vous bien. Ciao.